Auditeurs et auditrices internautes, bienvenue au plateau de votre émission Grand Jury. À travers cette émission, vous allez encore aujourd'hui ensemble avec nous et nos invités vivre l'actualité sociopolitique de notre cher pays, le Togo. Pour en parler, il s'agira donc de deux invités, Elie Mensan de l'agence La Verte et Olivier Adja, patron du journal satirique Arakiri et de l'agence Afrique Presse. Nous allons débattre des sujets, notamment la grogne sociale, que ce soit au niveau de l'UTRAM ou encore des travailleurs du Togo ou des enseignants de l'enseignement confessionnel pour le répéter. Nous allons parler donc de la grogne sociale et si le temps le permet, aborder un sujet politique qui a trait à l'exclusion de CAP 2015 du président du mouvement des républicains centristes Abbas Kaboua. Pour l'animation de cette émission, appelez-moi tout simplement Rodrigue Aego et bonjour à toute l'équipe technique qui nous accompagne, que ce soit au niveau de Télévision Espoir 47 ici ou encore au niveau de Radio KMTB, Radio VGK à Nekor, Radio Lumière à Radio Lumière à Nekor, Radio VGK à Panimé, le www.ebenradio.com sur le web et le www.togovision.com également sur le web. Ceci étant rapidement à retour ici pour saluer le plateau. Elie Mensan, bonjour. Bonjour Audrey, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs. Jusqu'à la fois, on a écouté sans oublier les internautes. Les internautes également, et depuis 2015, je n'ai pas eu quand même la chance de passer sur le plateau. Et donc je dis bonjour à tous et merci de nous recevoir. Et bonjour également à Olivier Adja. Oui, bonjour et bonjour à tous ceux-là qui sont à l'écoute, qui sont devant leurs petits écrans ou devant leur ordinateur. Nous les saluons et nous souhaitons que l'émission va bien se passer et qu'ils seront informés. Qui seront informés rapidement, il faut quand même le dire, de l'UTRAM aux enseignants du secteur confessionnel de l'enseignement. La grogne sociale pousse son cri et hier dans la banlieue au niveau de Baguida, des élèves qui n'ont pas pu avoir accès aux cours ont décidé d'aller déloger leurs camarades des établissements privés. La scène, Olivier Adja, il y a de cela, je crois, 2 ans, je te vois depuis une scène pareille. Oui, on peut dire que c'est bis repetita ou l'histoire qui est en train de se répéter. Vous savez, il y a 2 ans, et ça fait même 2 ans, et je dirais qu'il y a encore quelques mois que les élèves avaient pris d'assaut les rues et les ruelles de Lomé et de certaines villes du pays, donc réclamant leurs professeurs d'abord et aussi soutenant donc les revendications de ces professeurs-là. Vous savez, le summum, c'est que ça conduit à la mort d'un élève au niveau de la ville d'Apan, dans le nord du pays. Donc je crois que c'est ce qui s'est passé hier encore, où nous avons été informés à l'agence Afrique Presse. Nous avons quand même essayé de gauche à droite d'avoir des informations. Et comme vous le dites, ces élèves-là étaient mécontents du fait qu'ils ne suivaient pas les cours et qu'ils ont décidé d'aller faire sortir donc les autres. Et c'est un peu dommage pour notre pays qu'on en soit arrivé là à obliger ou soit à voir les élèves qui ont payé ou bien dont les parents ont payé pour leur scolarité, qu'ils soient obligés de se mettre dans la rue pour manifester et réclamer donc une bonne éducation. Et il faut interpeller les autorités en charge de l'éducation et pourquoi pas le président de la République, afin que cette situation-là puisse prendre fin. Sinon, ça ne honore pas notre pays, que les élèves, les apprenants puissent être contraints à revendiquer des cours alors qu'ils ont payé pour ces cours. Alors qu'ils ont payé pour ces cours. Elie Mensan, je crois qu'aujourd'hui on ne va plus parler des motivations de cette grève, ou bien ça peut sentir trop sur les motivations de cette grève, mais peut-être évaluer les conséquences qui peuvent découler de cette situation. Quand on sait, Olivier l'a dit tout à l'heure, qu'il y a eu à Dapaon 2 élèves qui ont laissé la vie dans cette situation dans un passé récent, Douti Sinaleng et Anselme Sinandar. Aujourd'hui, les élèves qui envahissent encore les rues, munis de bâtons et d'autres objets pour se faire entendre, déloger leurs camarades. En tout cas, ça donne à réfléchir. Ça donne vraiment à réfléchir. Audrey, sincèrement, hier, j'ai vécu la scène, je me suis déplacé, je suis allé constater de visu la scène qui était horrible. À un moment donné,
Et je me dis, quand même, il faut quand même apprendre aux jeunes frères que la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Et à un moment donné, c'est des parents qui ont déboursé quand même des bagatelles pour que leurs enfants puissent avoir accès à la connaissance. Et à un moment donné, si le système public a des difficultés, je crois que... Et je me pose réellement la question de savoir si c'était une initiative propre à ces élèves ou c'est des instigations, ils ont été instigés ou c'est des gens qui exploitent, en tout cas pour des fins inavouées, ces élèves pour aller quand même demander que les autres camarades qui suivent paisiblement leur cours en privé de sortir. Même ce matin, j'ai ouï dire qu'il y a quand même des regroupements d'élèves encore au niveau des écoles privées, au niveau de Baguida. Pourquoi c'est seulement à Baguida que cela se passe en ce moment comme ceci? Je crois qu'il faut quand même rappeler à l'ordre rapidement les responsables de cet établissement pour qu'on ne connaisse pas des scènes horribles comme par le passé où il y a eu blessés et morts. Voilà, donc véritablement il y a problème. Et il faut également dire que cela ne participe pas à un niveau éducatif relevé. Déjà, notre système éducatif est en panne et quand vous voyez que le niveau des élèves régresse en ce moment, et je crois que rapidement, les autorités en charge de l'éducation doivent saisir l'occasion pour rapidement résoudre le problème. Aussi, nous savons que nous sommes dans une période très sensible et je crois que ces faits sociaux peuvent être exploités, servir de catalyseur pour quand même des dessins politiques. Et donc, je crois qu'il faut véritablement faire attention. Et cela pose même le problème de la conception même de la gouvernance. Cela pose le problème de l'État. Et parce que lorsque ça a commencé, il y a des années, des solutions idoines n'avaient pas été trouvées à ces problèmes-là. Et chasser le naturel, il revient au galop. Je crois que les mêmes problèmes reviennent avec insistance ou davantage de force. Et donc, je demande aux autorités, aux décideurs de prendre la mesure et la portée du contexte et de trouver des solutions appropriées. Trouver des solutions appropriées. Hier, en tout cas, il faut le dire, à Baguida, la scène n'a pas été vraiment contenue par les forces de l'ordre dépêchées pour sécuriser un tout petit peu ces établissements privés. Ils ont été tout simplement engloutis, on va dire, un peu délogés également par ces élèves très furieux. Mais aujourd'hui, Olivier, les conséquences, parce qu'on en rencontre par centaines ou de petits regroupements dans les rues et ruelles, pratiquement, quelles peuvent être les conséquences de ce débrayage? La première conséquence, elle est évidente, c'est que ces élèves-là sont en train de perdre une partie de leur programme de l'année. Parce que les enseignants sont clairs et les professeurs, les cours sont considérés comme faits. Oui, même si ce n'était pas fait, c'est-à-dire l'année scolaire est découpée en sorte qu'à chaque période, on puisse faire passer un certain nombre de cours. Même si ces enseignants revenaient sur ce qui n'a pas été fait, ça sera fait soit dans la précipitation ou soit dans, je sais pas, dans l'improvisation. Et les conditions meilleures pour que ces étudiants ou bien ces élèves-là suivent, ces cours ne seraient pas réunis. Donc, c'est la première conséquence. La seconde conséquence, c'est que ces élèves sont en train d'aller vers des risques. Et ces risques premiers, c'est l'affrontement entre eux parfois ou avec les forces de l'ordre. Parce que lorsque vous allez déloger d'autres élèves dans les établissements, dans leur classe, si ces élèves aussi refusaient de s'obtempérer ou bien en tout cas de sortir des classes, alors vous comprenez qu'on va vers un risque d'affrontement entre les élèves eux-mêmes. Au-delà de ça, il y a les forces de l'ordre qui ont été déployées sur le terrain. Donc on peut aussi aller vers l'affrontement. Et là, il faut saluer le sens de la responsabilité de ces forces de l'ordre-là qui n'ont pas fait usage de la force ni des gaz pour pouvoir les disperser. Parce qu'on a encore en mémoire cet événement dramatique au nord du pays, à Dapan, avec la mort d'Outi Sinalen et d'Ansel. Et jusqu'à aujourd'hui, ces parents-là sont dans le deuil et ils souffrent donc, de cette disparition tragique de ce jeune dans la fleur de l'âge. Donc c'est une situation qu'il faut dénoncer et il faut aussi appeler donc, les enseignants à leur responsabilité. Une chose est de faire grève, une chose est de manifester leur mécontentement, mais l'autre est d'éviter que les élèves qui sont sous leur direction se mettent comme ça dans la rue pour provoquer une situation dommageable pour le pays. Donc, et au-delà aussi, il faut interpeller
les autorités parce qu'elles sont les premières en charge de la sécurité de tous les Togolais, à commencer par les élèves qui sont au cours. Donc, elles doivent prendre toutes les mesures indispensables pour que la situation puisse rentrer dans l'ordre, pour qu'on ne puisse plus assister à ce genre de débrayage et à ces affrontements qui n'honorent pas notre pays. Heureusement que ça s'est bien passé, on n'a pas eu cas d'affrontement ni de violence. Et on remercie donc Dieu, mais il ne faut pas répéter ce genre de spectacle ou de scène dans notre pays. Mécontentement contre des propos dits déplacés du Premier ministre, contre des menaces et intimidations qu'exercerait le ministre de l'enseignement, des enseignements primaires et secondaires à l'endroit des enseignants et professeurs. Telles sont les grandes lignes des revendications des travailleurs qui conduisent à ce débrayage. Aujourd'hui, à qui la responsabilité? C'est peut-être pas à moi de situer la responsabilité, mais je sommes des analystes. Et je remarque et je constate qu'il y a quand même réclamation, il y a quand même des revendications qui sont posées avec des plateformes depuis plusieurs années. Et je constate également que la réponse des autorités, des décideurs a été en totale inadéquation avec la réalité d'en face. Et quand je vois et j'entends les propos du Premier ministre qui a également ensuite la charge du ministère de la Santé, pour moi, dans un pays rationnel, cela relève de l'incongruité et cela pose même le débat de la gouvernance et de la conception de la République et de l'État en tant que territoire et similaire à une communauté d'hommes. Je trouve que pour un destin renouvelé pour le Togo, il va falloir également aller au rythme de l'évolution, il va falloir s'inscrire dans la modernité en mettant en place des structures et des organes qui véritablement puissent contenir et trouver des solutions appropriées aux problèmes qui sont posés. Ce que les travailleurs togolais réclament, ce n'est pas des yeux de la tête. C'est des gens qui, depuis des années, ont crié. C'est des gens qui ont des salaires quand même insignifiants, à tout point de vue. Parce qu'aujourd'hui, avec la mobilisation des ressources internes, avec le taux de croissance qu'on nous propose, qu'on nous dit autour de 6%, je crois que si véritablement cela est le cas, on doit pouvoir rétribuer, on doit pouvoir redistribuer en tout cas ces richesses-là, de sorte que le travailleur togolais puisse retrouver, en tout cas au lieu de vivoter, puisse quand même vivre véritablement. Et aussi ce que je dis, c'est quand même facile et suffisant, je trouve, que le Premier ministre aille quand même dire, traiter des gens qui ont quand même fait un 3e cycle, qui ont quand même le minimum pour un infirmier diplômé d'État aujourd'hui, c'est une licence, c'est un Bac+3, et ce n'est pas rien. Et celui-là, quand vous allez lui tenir ce langage-là, attendez-vous à avoir quand même une réponse aussi difficile et aussi drastique. Et donc je dis que nos autorités doivent quand même prendre la mesure et la portée, parce que l'époque et la période, elle est très sensible. Il faut faire extrêmement attention, parce que nous avons vu, il faut quand même partir historiquement et actuellement, vous avez vu que les grandes révolutions ont toujours pris à partir des faits sociaux, de petits événements. Et lorsqu'il y a des esprits éclairés qui savent exploiter ces événements-là, cela peut conduire, cela quand même peut secouer l'État, cela peut quand même conduire quand même à des drames. Et donc je dis qu'il faut quand même reposer le problème de façon claire au lieu de faire du dilatoire, poser les problèmes véritablement et se donner les moyens de les résoudre. Aujourd'hui, nous avons l'OTR qui a quand même servi à fusionner quand même les régimes financières du pays. Et c'est parce que nous n'avons pas idée des agrégats, nous n'avons pas idée des entrées financières. S'il y avait quand même des points de presse, s'il y avait des publications, s'il n'y avait pas assez parler un peu de transparence. De transparence dans la gestion économique et financière des affaires de l'État, je crois que les travailleurs auront compris que le pays ne dispose pas de moyens pour quand même, pour l'instant, résoudre leurs problèmes et qu'il va falloir espérer. Mais lorsque tout est dans l'opacité, je crois que c'est de droit que les gens pensent qu'il y a de l'argent quelque part et qu'on peut quand même ramener de 0 à 100 leur salaire. Mais je voudrais également inviter quand même les travailleurs togolais à faire la démarcation entre les droits et leurs devoirs. Parce que lorsque ces grèves-là interviennent, lorsque vous avez un parent décédé ou vous avez un parent qui souffre d'une pathologie chronique et que vous l'amenez à l'hôpital, toute la difficulté qu'il y a, et pour ne pas vous parler du mois, le mois est haïssable, mais quand même j'ai également à un moment donné, lorsqu'il y avait grève,
voulu quand même réaliser un bilan, mais malheureusement, il n'y avait pas les acteurs qu'il faut pour quand même réaliser cela. Et toute la difficulté que cela a posé pour aller dans le privé. Et je voudrais quand même interpeller ces acteurs-là, ces syndicalistes, et à quand même savoir quand même réclamer prendre en compte les difficultés, le bas peuple que nous sommes. Voilà, prendre en compte le bas peuple que nous sommes, Olivier. Aujourd'hui, est-ce qu'on va peut-être aller jusqu'à demander aux travailleurs de sursoir à leur grève pour permettre au peuple de ne pas subir, parce que quand on dit c'est le peuple qui a pâti. Bon, il faut dire que ce n'est pas notre rôle en tant que journaliste. Nous sommes les témoins de l'histoire et les contemporains des faits qui se passent. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a deux camps qui s'opposent dans notre pays aujourd'hui sur le plan social. Et qui se raidit davantage dans leur position. C'est-à-dire les lignes sont en train d'être renforcées et le radicalisme, soit c'est pas trop, se renforce. Et c'est ce qui est à craindre parce que au niveau de l'État, il faut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. Parce qu'on ne peut pas prendre 2 ans ou 3 ans pour régler une plateforme de quelques revendications. Ce n'est pas, à mon avis, acceptable parce que... Mais les discussions se poursuivent. Oui, mais on ne va pas éterniser les discussions dans le temps et dans l'espace. Il faut quand même un jour arrêter et faire face au devoir, ou bien il faut que le gouvernement un jour arrête et fasse à ses devoirs. Et là, il y a un problème au niveau de l'État qui n'a pas su régler à temps les questions donc sociales, surtout qui relèvent du secteur de l'enseignement et du secteur de la santé. Donc ces 2 secteurs ont des problèmes et là, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait, qu'il y a des difficultés dans la santé. Allez dans nos hôpitaux, allez voir comment vivent ces médecins qui ont été à l'école, qui ont fait Bac+10 et plus encore des spécialités, mais qui gagnent un salaire qui n'est pas à la hauteur de leur diplôme. Donc vous comprenez qu'il faut les encourager quand aujourd'hui on parle de la fuite des cerveaux. Quand aujourd'hui on nous dit que dans l'île de France, c'est-à-dire à Paris, dans la région de Paris, il y a plus de médecins, et par exemple béninois, que de médecins béninois au Bénin, sur le territoire béninois même. Donc il faut comprendre que c'est la situation socio-économique, la rétribution de l'effort de ces gens-là qui n'est pas à la hauteur. Et lorsqu'on parle des OMD et on dit qu'il faut qu'on mette en avant les soins primaires, etc., il faut encourager ceux qui vont administrer ces soins primaires-là. Donc, au niveau du gouvernement, il y a beaucoup à faire. Et encore que le Premier ministre a semblé traiter cette affaire-là avec légèreté ou avec des sauts d'humeur. Ce n'est pas, on ne peut pas gouverner avec du sentiment ou en s'énervant. Donc les propos du Premier ministre sur les médias publics n'ont pas plu. Non pas seulement aux médecins à qui était adressée l'information, mais aussi à tous les Togolais qui veulent voir leurs responsables et prendre de la hauteur et tenir des propos qui sont à la hauteur de la personnalité et du poste qu'ils gèrent. Comprenez? Donc ça c'est un point. Le deuxième point aussi, c'est qu'il faut s'adresser aux grévistes en leur disant qu'on ne peut pas aussi gréver par rapport à ses humeurs. Parce qu'on n'est pas content de la sortie d'une personne qui est un individu, un élément dans toute la société. Ce n'est pas à cause d'une personne qu'on doit lancer une grève. On lance une grève pour une raison ou des points, des idéaux, des revendications bien déterminées. Mais quand on nous dit qu'on n'est pas content parce que le Premier ministre a tenu des propos désobligés à notre égard, et c'est pourquoi on a décidé d'aller en grève, ça aussi, ça laisse à désirer. Mais dans l'ensemble, on peut comprendre les infirmiers, en tout cas les médecins et tous les grévistes, parce que leur situation de travail n'est pas les plus enviables donc dans la sous-région, et il faut les appeler à revenir à la table de discussion, mais aussi appeler l'employeur qui est l'État à être réceptif et puis à ne pas faire des fuites en avant, à essayer d'attaquer les problèmes et à les régler. C'est en réglant les problèmes qu'on parvient à une sortie de crise.
voilà, parvenir à une sortie de crise, je crois que d'une grève à une autre depuis quelques jours également. Difficile de payer sa facture d'électricité au Togo, on va dire, parce que les agents de la compagnie énergie électrique du Togo sont en grève. Ils manifestent leur mécontentement, toujours quant à ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie et de travail, les salaires qui sont insuffisants et beaucoup d'autres avantages qui ont été dans le temps supprimés. Et maintenant, aujourd'hui, le Togo bat le pavé entre grogne et grogne, dans tous les secteurs. Oui, dans tous les secteurs, oui. Je crois que fondamentalement, il faut à un moment donné siffler le haut-là et qu'on puisse poser les vrais débats dans ce pays. Et parce que nous allons aller de conflit et de trouble au niveau social, de trouble en trouble. Et finalement, je crois que cela va fragiliser l'État, cela va fragiliser l'institution même qui est l'État et la République. Concernant l'affaire énergétique, la sûreté, je crois que le projet Contour Global, qui était quand même un projet quand même salué à un moment donné parce que le Togo était en crise énergétique, et je crois que ce projet n'a pas résolu les problèmes du pays durablement. Je crois également que c'est un projet qui est un peu budgétivore et qui ne permet pas à la sûreté véritablement de respirer financièrement et économiquement. Et donc, il va falloir quand même reposer ce problème-là. Le problème Contour Global également pose un problème environnemental sérieux parce que c'est un projet qui a été, dont la situation physique et géographique pose un problème environnemental pour les riverains parce que c'est de grosses machines, pour la plupart diesel, qui émettent, qui polluent véritablement l'atmosphère, avec pour certains des débris, des cristaux, des petits cristaux qui se déposent même sur les voitures, et donc à l'occasion, lorsqu'on voudrait les tuer, ça décape la voiture. Et donc vous imaginez, lorsqu'on inhale tout ceci, le problème sanitaire et environnemental que cela pose, parce que nous l'avons annoncé dans un dossier, nous sommes en train de rassembler les éléments pour quand même réaliser ce dossier-là. Et donc, véritablement, le Togo, à tout point de vue, a des problèmes. J'ai toujours répété à qui veut l'entendre que les petites frustrations entraînent toujours de très grandes solidarités. Et ces solidarités-là peuvent être exploitées pour des dessins qu'on ne pourra pas toujours maîtriser. Vous avez vu la révolution en Tunisie, c'est parti d'un petit fait, d'un jeune homme qui est un jeune étudiant, et vous avez vu tout ce que ça a fait dans le Maghreb. Je crois qu'on ne peut pas se dire parce que on gouverne des gens. Et lorsque des gens ont des préoccupations, il va falloir prendre de la hauteur et aller vers ces gens-là pour les résoudre. Parce que la plupart du temps, nous prenons exemple sur les pays évolués et développés, qui sont devenus pour nous des modèles sources d'inspiration et d'imitation. Et donc, dans ces pays-là, lorsque les problèmes sociaux se posent, on prend quand même la peine et le recul nécessaire de s'asseoir, de discuter et véritablement de se dire quand même les vérités en face. Lorsque l'État résout de façon ad hoc, ponctuelle, les problèmes, ces problèmes-là reviennent toujours. Je crois que les 20-30 000 qui ont été déployés dans le secteur peut-être de la santé, pour faire allusion tout à l'heure à ce sujet. C'est au niveau de tous les travailleurs, quand même. Des travailleurs, si on les avait rassemblés, en plus d'autres choses, si on les avait rassemblés, ou bien si on a une mesure sur 5 ans en attendant de s'asseoir, je crois que véritablement ça peut donner quand même de l'oxygène à ce secteur-là. Mais reconnaissons que dans la sous-région, le travailleur togolais ne vit pas. Nous n'avons pas une vie. Et lorsque le Gabon aujourd'hui voudrait ramener de 80 à 300 000 SMIG de grâce, on se demande si on est sur la même planète. Parce que les gens, sous d'autres cieux, on n'a pas les mêmes ressources financières. Il y a cela. De la force économique. Mais écoutez, je vous dis que le Bénin n'a pas les mêmes ressources que le Togo. Mais de grâce, le médecin béninois, il est plus à l'aise que le médecin togolais. Demandez comment ils font. Il va falloir quand même savoir mobiliser à l'interne les ressources. Il va falloir savoir répartir dans les assiettes comment ces ressources mobilisées. Il va falloir mettre les outils et les éléments en place pour pouvoir gérer efficacement et rationnellement sans qu'il y ait de fuite financière. Mais vous avez vu, on a mis en place l'OTR. Mais l'OTR fait moins de recettes que lorsqu'il y avait une mauvaise organisation. Lorsque la douane et les impôts étaient quand même là et les gens quand même profitaient.
Mais vous vous demandez finalement si on est allé acheter le voleur à la place du sorcier, comme on dit au village. Voilà. On vous a assez compris, Olivier. Par rapport à ce dossier CET, les grévistes pointent du doigt Contour Global. Ils estiment que c'est devenu une institution budgétivore qui prend environ 17 milliards par an. Et du coup, leurs avantages et quelques indemnités qu'ils bénéficiaient auparavant ont été supprimés pour juste satisfaire ces factures de Contour Global qui, malheureusement, selon nos informations, ne fonctionnent même plus d'ailleurs. Contour Global ne fonctionne plus? Bon, je ne sais pas. Selon nos informations, je crois que c'est un contrat que l'État togolais a signé avec des privés, je crois, des fonds américains, donc pour essayer de faire face aux problèmes de coupure de courant, de délestage. Il y a eu une période où, en réalité, vous savez, le courant ou l'électricité est moteur de développement. L'énergie est moteur de développement. Donc, lorsqu'on n'a pas de l'électricité, je crois que cette émission-là, on ne pourra pas la tenir. Lorsqu'on n'a pas de l'électricité, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Donc, c'était très important que l'État puisse faire face à cette situation de délestage qui était vraiment récurrent à une certaine période de notre histoire. Donc, je suis de ceux-là qui sont d'accord et qui approuvent le projet Contour Global. Parce que c'est venu libérer ou soit relancer un peu l'activité socio-économique dans notre pays. C'est venu pour trouver une solution aux problèmes que les Togolais vivaient. Et en ce moment, on était prêt à vendre notre âme même pour pouvoir avoir de l'électricité. Je sais ce que je dis. Donc, c'est un projet que moi, personnellement, j'applaudis. Mais j'applaudis sur la forme. Je crois que sur le fond, il y a beaucoup de choses à améliorer. Par rapport d'abord au montant faramineux qu'on nous annonce, 17 milliards ou 16 milliards par an, et à raison de 1 milliard 200 ou 500 par mois, je crois que c'est trop pour la CET, puisque c'est la CET qui verse ce montant-là à Contour Global. Alors que la CET est en même temps en collaboration avec d'autres structures comme la CEB, à qui elle doit aussi verser une partie de l'électricité qui est fournie et au Ghana avec le Kosovo, etc. Donc je crois que la CET n'a pas cette capacité pour pouvoir faire face à ses frais. Et vous comprenez que c'est nous, en tant qu'usagers, qui en pâtissons. L'électricité, le prix du kilowattheure revient très cher. Donc dans le pays, même si on a de l'électricité, on l'achète à prix d'or, ce qui en réalité n'est pas bien pour nous en tant que citoyens, parce que je crois que le Togo fait partie de ces pays-là où l'électricité aussi est chère, en dehors de la communication. Donc tout devient cher. C'est un élément qu'il faudrait régler. Revoir ce contrat-là, avoir les clauses de ce contrat. Je crois que ces contrats, normalement, en tant que citoyens, nous sommes en droit de les réclamer, de savoir ce que on paie, ce qu'on perçoit, ce qui a été négocié avec les gens. Pourquoi on ne le présente pas? Certains sont peut-être dans les affaires ou dans des postures affairistes et sont prêts à signer des contrats à n'importe quel prix pour pouvoir gagner leur part je sais pas, de pourcentage ou de prime, ce qui n'est pas bien. Contour Global aujourd'hui crée des problèmes à la CET. Et en tant qu'employé de la CET, je veux parler de ceux qui sont en train de gréver. Ils sont en droit de gréver, ils sont en droit de manifester, de réclamer leurs droits, parce que ils sont en train de travailler, ils doivent vivre de leur travail. On ne peut pas dire que vous avez un droit, c'est-à-dire à des avancements périodiques, et qu'à cause de Contour Global, à cause d'un contrat que quelqu'un est allé signer, qu'on puisse réduire vos droits donc à l'avancement, ce n'est pas normal. Et je crois qu'ils sont dans leurs droits, ils sont dans leur intérêt à manifester. Il faut surtout appeler ceux-là qui ont signé, l'autorité en charge des mines et de l'énergie, à revoir cet état de fait. Une chose est de régler le problème de délestage. Et je suis d'accord qu'on règle les problèmes de l'État en amenant Contour Global, mais pas à ces conditions, aux conditions actuelles. Il faut que ça change. Il faut qu'au niveau même environnemental, on puisse trouver une solution, parce qu'on ne va pas sacrifier
et la quiétude et la santé des populations, des riverains, donc sur l'autel de contour global. Donc il y a beaucoup de choses à revoir, mais sur la forme, on a besoin d'une structure comme contour global ou d'une structure autre que contour global pour pouvoir faire face à notre problème d'énergie. Avant de parler, voilà, je voudrais ajouter un aspect, c'est que l'année passée, le ministre Amipi a quand même donné des agrégats, des chiffres, comme quoi la couverture énergétique était autour de 40-44%. Et lorsque la couverture énergétique du pays n'atteint même pas la moitié, 50%, mais à partir de ça, Contour Global également vend de l'électricité au Bénin. Contour Global vend de l'électricité au Bénin. Comment concevez-vous que nous n'avons pas assez d'électricité chez nous et nous en vendons? Et donc cela pose le problème même des contours même de ce contrat-là. Et je crois véritablement il faut aller quand même à la résolution de ce problème pour voir s'il ne faudrait pas revoir certains aspects de ce contrat. Revoir certains aspects de ce contrat. Avant de parler du pouvoir d'achat, puisque quand on scrute un tout petit peu, on constate que c'est le pouvoir d'achat qui est à l'origine de ces débrayages. On va parler de l'enseignement confessionnel, Olivier. Les enseignants, parlant de catholiques, etc., donc des missions, ça grogne également là-bas depuis quelques jours. Les cours sont suspendus jusqu'à satisfaction totale des revendications. D'ici donc les grédistes, finalement, tous les secteurs, ça se suit. Oui, moi je n'arrive pas à me l'expliquer parce que vous savez, dans le temps, l'Église catholique et toutes les écoles ou les structures qui appartiennent à l'Église catholique en général et aux autres structures confessionnelles en particulier, ce sont des structures qui fonctionnaient normalement, qui n'avaient pas beaucoup de problèmes. Je crois que l'Église catholique est l'une des institutions les plus organisées donc, au monde qui arrive à faire face, à programmer d'abord ces dépenses, à prévoir ces dépenses et à faire face aux urgences. Donc, et la situation actuelle, je n'arrive pas à me l'expliquer. Et jusqu'à ce qu'on ait allé même jusqu'à la fermeture d'une de ces écoles-là le mai avant de la rouvrir. Et je crois que Monseigneur, je crois que c'est Monseigneur de ces, ou je ne sais plus qui est en charge donc, de ces écoles ici. Donc il faut les appeler à rencontrer les syndicats, donc à discuter avec ces enseignants afin de trouver une solution. Je crois qu'à ce niveau, ce n'est pas de la mer à boire. Il y a une solution donc aux problèmes que posent les enseignants. Et je crois que ce sont des problèmes qui sont légitimes, ce sont des difficultés légitimes. L'enseignant ne peut pas demander plus que ce dont on doit lui remettre ou même ce dont il a droit. Donc il faut au moins négocier, il faut au moins faire face donc, à une partie des revendications. Lorsqu'on voit dans l'enseignement la confessionnelle, dans l'enseignement public, et ces genres de problèmes, ça ne nord pas ceux-là qui nous forment. Parce que l'enseignant, c'est lui qui forme pratiquement toute la société. Et celui, ministre, les ministres, les hauts cadres des sociétés. Ces enseignants qui forment tout le monde et qui vivent la faim au ventre, je crois que ce n'est pas faire honneur à ceux-là qui nous ont formés et ce n'est pas respecter ceux-là qui sont à la base du développement du pays, parce qu'un pays sans éducation, c'est un pays qui court à la dérive, parce qu'on va seulement former les ignorants, les illettrés, et ces gens-là vont aller et prendre des armes, peut-être dans des trucs religieux pour aller s'attaquer au pays ou à des individus, à des citoyens qui n'ont rien à voir avec leur idéologie. Voilà, l'enseignement confessionnel, Elie, on en parle. Oui, c'est un système. Est-ce que vous les comprenez un tout petit peu? Bien entendu, il faut quand même recentrer la chose pour dire que c'est un système qui est arrivé lorsqu'à un moment donné, l'État n'arrivait plus à contenir la demande. Parce qu'il y avait l'effectif juridique dans les salles. Et il n'y avait pas suffisamment d'infrastructures publiques pour quand même accueillir ces jeunes-là. Et donc, nous avons vu quand même se créer dans ce pays un système éducatif confessionnel. Il y avait les protestants et les catholiques, les méthodistes également. Et donc, j'ai même fait une école primaire méthodiste. Et donc, c'est quand même un système également qui marchait, de très bons enseignants également.
Mais finalement, je crois qu'à partir d'un moment, l'État a démissionné par rapport à certains enseignants, parce que l'État avait envoyé, il y avait quand même des enseignants qui étaient pris en compte par l'État. Et à un moment donné, sur le budget général de l'État, mais à un moment donné, l'État n'arrivait plus quand même à les contenir. Parce que je me demande, il y a deux options. Si on décidait de fermer ces écoles confectionnelles, est-ce qu'on peut reverser les élèves? Est-ce que l'État dispose de moyens, d'infrastructures pour contenir ces élèves? Non seulement les élèves, il y a aussi les enseignants. Les enseignants. Je me dis, je ne crois pas. Bon, est-ce qu'on peut résoudre ce problème, inscrire le problème des confessionnels dans un cadre beaucoup plus global de l'éducation et résoudre à la fois ce problème? Je dis oui, l'État a les ressources et les moyens pour quand même résoudre, solutionner ce problème-là. Et donc, comme je l'ai toujours dit, nous sommes dans un contexte général de crise économique, dans un contexte également de terrorisme. Je crois qu'il ne faut pas laisser la place à ces petites frustrations, parce que le phénomène Boko Haram et tout prennent appui sur ces frustrations-là, prennent appui sur ces mécontentements pour quand même gagner des territoires et gagner quand même des personnes. Donc je dis, il ne faut pas laisser, parce que la place à cette frustration-là de grandir, d'évoluer et de devenir un serpent autonome à 1000 têtes. Et je crois véritablement que nos gouvernants, c'est parce que dans ce pays, on peut tout dire. Moi, je ne trouve pas que la santé, l'éducation ou l'environnement, quoi que ce soit prioritaire. Aujourd'hui, on consacre beaucoup plus de moyens à la sécurité. C'est vrai, il faut le faire. Mais lorsque on est en sécurité, dans un pays avec des gens qui n'ont pas l'instruction nécessaire, on ne peut pas construire un pays de la sorte. Lorsque le Togo se veut émergent, c'est quand même se donner les moyens de former suffisamment ces élèves, ces étudiants, et de permettre aux travailleurs de s'épanouir et de donner le meilleur demain. Donner le meilleur d'eux-mêmes. On va parler du pouvoir d'achat, comme je l'ai vu à le dire tout à l'heure. Quand on scrute un tout petit peu ces mouvements de grève un peu partout, tout ce que vous abordez vous disent que la vie est chère. Olivier, la vie chère liée à la grève. Oui, la vie est chère. Je crois que même à votre niveau, si je vous pose la question, vous me direz que la vie est chère. À moins que vous ayez un puits d'or, où vous vous approvisionnez régulièrement. Sinon, la vie est chère. Et les produits de première nécessité sont chers. La communication, elle est chère. Et les salaires sont bas. Et le chômage est très élevé. Donc vous comprenez que lorsqu'on dresse un tableau comme ça, on ne peut pas ne pas dire que la vie au Togo, elle est compliquée. Mais on a toujours l'espoir que ça va s'améliorer. Et pour que ça s'améliore, il faut créer de la richesse. Il faut que l'État permette, que l'État crée une atmosphère, ou bien en tout cas une situation pour permettre donc au pays de pouvoir, ou bien aux citoyens togolais de pouvoir créer de la richesse. Il faut que l'État soutienne les petites et moyennes entreprises. Il faut quand même que l'État mette en avant l'économie et plus que tout, comprenez? Donc je crois qu'on est en train quand même d'aller, parce que aujourd'hui, quand vous interrogez le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé, il vous dira que la priorité de son département, c'est la diplomatie de l'économie. La diplomatie qui permet de faire venir des investisseurs dans le pays. La diplomatie qui permet au Togo de se vendre à l'extérieur de notre pays. Donc c'est une diplomatie qui a été lancée et dont les fruits ont commencé par à se faire voir, parce que avec la Chine aujourd'hui, certains investisseurs ou des commerçants n'ont plus besoin de visa. Avec certains pays, il y a eu cette barrière de visa ou de protocole, donc de voyage, qui a été sautée. C'est une bonne chose, mais en réalité, on ne se ressent pas encore cette amélioration dans nos paniers. Quand on parle d'une croissance de 6%, de 5% par ici, certainement que cette croissance existe, mais elle existe dans la poche de ceux-là qui ont le contrôle soit du pays, soit des affaires donc dans le pays. Peut-être que les investisseurs sentent cette croissance dans leurs affaires, mais le panier de la ménagère, elle est restée toujours vide. La ménagère qui est au bord de la route n'arrive pas à s'en sortir.
Donc il faut faire un effort dans ce sens aussi pour permettre aux Togolais d'avoir ce pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord sur les salaires, tant du privé que du public, des employés du privé comme du public. Lorsque le SMIC est à 35 000 francs au Togo, alors qu'à côté, c'est à 150 000 francs au Gabon, ça va être porté, si ce n'est pas encore fait, à 300 000 francs. Vous comprenez qu'on ne peut pas agir sur le pouvoir d'achat en laissant les gens avec un SMIC de 35 000 francs. Parce que quand vous prenez un budget de 35 000 francs par mois, pour même un célibataire, ça ne suffit pas par rapport à ses allées et retours. Il suffit juste de payer le loyer. Il suffit juste de payer le loyer et de prendre 2 fois donc les transports en commun ou le taxi moto. Pour un mois, vous dépensez plus que 35 000 francs. Donc vous comprenez qu'il faut que l'État revoie donc, sa politique, sa politique économique dans le pays. Il faut que l'État aide les employés à faire face aux besoins primaires. Faire face aux besoins primaires, aujourd'hui, tout est ainsi dessiné comme tableau. Quelles mesures l'État peut prendre pour rapidement résorber cette situation qu'enfin on n'en parle plus dans un proche avenir? On va toujours en parler, même en France. Vous savez, les gens peut-être... le monde évolue. Le monde évolue. Vous savez, la France est un pays de grève. Hein. Chaque semaine, chaque mois, vous avez la grève en France. Que les gens ne trouvent pas que c'est seulement au Togo où chaque fois on se donne à la grève. C'est un moyen pour les syndicalistes. Mais il y a quand même une différence. Il y a une différence, c'est vrai que les gens respectent quand même leurs droits et leurs devoirs, ils ont le sens du devoir, mais la France est quand même un pays réputé en Europe pour les grèves. Il faut également, dans le monde aussi, pourquoi pas. Il faut également dire un aspect. La dernière fois, nos autorités étaient en France pour parler un peu de la croissance partagée, qui est quand même une nouvelle expression qui est arrivée, et c'est quand même pour permettre que les investissements directs étrangers se fassent. Et donc nous allons dans les prochaines années voir des investissements directs étrangers, et je ne vous apprends rien, vous savez que sur cette base-là, il y a quand même une division, il y a quand même des acteurs qui pensent que les investissements directs étrangers peuvent permettre une compétitivité au niveau des entreprises, peuvent permettre également de résorber le chômage, mais lorsque ces investisseurs vont rentrer sur notre terrain, ils vont vouloir une main-d'œuvre qualifiée. Et voyez que notre système éducatif est en panne. Est-ce que le Togo dispose de cette main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir contenir ces offres-là de postes? Je dis non. Et donc, à partir de cet instant, ces investisseurs vont vouloir importer de la main-d'œuvre qualifiée. Et vous allez voir que le chômage va s'augmenter davantage. Et ces acteurs-là vont produire et rapatrier des capitaux. Et cela ne va pas résoudre le problème. Quand nos autorités vont à ces rencontres, lorsqu'ils reviennent, il faut normalement quand même tenir des points de presse pour permettre d'informer l'opinion et permettre également aux journalistes de s'informer davantage et de porter des critiques à ces projets-là. Ce que je voudrais également souligner, c'est le fait que lorsqu'on parle de pouvoir d'achat et lorsqu'on parle de croissance économique à 6% et qu'on ne ressent pas cela, il y a problème véritablement. Cela a coûté, si vous observez un peu l'international, c'est ce qui a coûté la présidence à Wade. Wade a énormément investi dans l'infrastructure avant que Macky Sall ne vienne. Et les gens n'ont pas ressenti les fruits de la croissance dans leur panier. Et donc, voilà ce que Wade également a exploité, Macky Sall a exploité, et pour pouvoir quand même lui ravir la vedette, pour revenir au pouvoir. Et vous allez constater également qu'aujourd'hui, nos commerçants, le Ghana à côté, le Ghana produit désormais, les Ghanéens consomment local. Le Ghana produit des chaussures. J'étais au marché la dernière fois, j'ai vu des chaussures de bonne qualité, j'ai demandé, on m'a dit, c'est au Ghana que c'est produit. Parce que les commerçants ont compris qu'en allant en Chine, avec le billet d'avion et tout, ça revenait cher. Mais vous avez la même qualité du produit qui est quand même, qui se retrouve au Ghana. Et donc, quand vous allez au grand marché de Lomé aujourd'hui, vous verrez que nos commerçants vont à Accra se procurer ces chaussures-là pour revenir. Les chaussures, les seaux en plastique, les assiettes en plastique. Mais je vous dis, vous avez des chaussures de marque, vous avez des choses, vous avez des Timberland qui sont quand même bien produits, et vous vous demandez si c'est à Accra ça se fait. Et vous êtes totalement étonné. Est-ce qu'il y a des investissements dans la production locale chez nous? Je dis non, absolument. On ne produit pas localement. Est-ce qu'on consomme localement? Il va falloir encourager la production locale et la consommation locale
pour pouvoir Je avoir... crois que c'est cette initiative que le ministère du Développement à la base est en train de prendre. Vous avez vu tous les accompagnements possibles, Olivier, quand on prend les communautés rurales avec le soutien, tout le soutien que ce ministère apporte, c'est pour promouvoir l'entrepreneuriat. Et donc il revient au volet de prendre l'initiative. Oui, non, mais il y a beaucoup de personnes qui prennent l'initiative de produire. La preuve, nous sommes ici en tant qu'entrepreneurs. Et nous avons des entreprises donc de presse, du moins, mais c'est difficile. Donc, moi, je me suis lancé dans la recherche d'un prêt donc bancaire, mais j'ai dû me raviser par rapport à toutes les difficultés qui sont faites. Donc, aux jeunes entrepreneurs, aux PMI, PME, par rapport aux garanties, par rapport à tout ce qu'on leur exige. Certes, l'État fait l'effort de créer des structures de garantie, et c'est pas la NPGF ou quelque chose comme ça. Donc il y a aussi d'autres, mais ce n'est pas facile et ce n'est pas aussi accessible à 10 000, à 20 000 ou à 50 000 entrepreneurs qui voudraient donc faire des prêts bancaires. Et ça aussi, il y a un problème. Et je crois que l'État, au-delà, doit essayer de faire la sensibilisation autour des structures qu'elle a créées ou qu'il a créées pour pouvoir aider les jeunes entreprises. Il faut vraiment investir, aider ces jeunes entreprises. L'année dernière, je crois, selon les chiffres publiés par la structure en charge de la création de ces entreprises, il y a plus de 50 000 ou bien 5 000, bon je crois que c'est 50 000 entreprises qui ont été créées au cours de l'année. Alors, ces 50 000, combien vont réussir à se développer et à résister à la situation socio-économique de notre pays? Il faut aussi que après on puisse suivre ces entreprises pour voir quelles sont les difficultés et comment les aider. Parce que lorsque une entreprise arrive à créer 2 ou 3 emplois, c'est qu'elle aide à combattre le chômage. Donc il y a des domaines. Maintenant, pour le ministère à la base, il faut dire, et je suis encore de ces journalistes qui trouvent qu'il y a un bon travail qui est fait au niveau de ce ministère-là et qu'il faut encourager. Maintenant, encourager comment? Parce qu'avec 30 000 francs, on ne peut pas aider les gens à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il faut quand même les aider. Il y a quand même un résultat positif par rapport à ça. Si j'ai bonne mémoire, vous devez faire parler un peu de l'APSEF. Oui, bien sûr, il y a un résultat positif par rapport à l'engouement. Mais est-ce que ceux-là qui prennent, ceux-là qui viennent prendre ces fonds, quelle est leur retombée, les résultats qu'ils obtiennent après avoir investi ces fonds? Est-ce que c'est dans la durée que ces fonds les aident à pouvoir faire face à leurs besoins? C'est ça aussi qu'il faut se poser. Il est bien que 50 000, 100 000 et Togolais viennent donc profiter de ces fonds. Mais parmi ces 100 000 Togolais qui ont profité de ces fonds, combien ont plus investi ces fonds et dans la durée? Moi, je parle de la durée parce qu'on ne peut pas donner tant à une personne et qu'après 1 mois, 2 mois, ne pas suivre les résultats que ces 30 000 francs ont produits. Maintenant, c'est une bonne chose, mais il faut améliorer. Et le chef de l'État, dans son discours du 27 avril, de décembre, du 31 décembre, avait dit qu'il y a des étapes qui seront donc franchies pour pouvoir permettre à d'autres de bénéficier de ça. Il y a les agriculteurs qui vont bénéficier de cela. Donc je crois qu'il y a des pas qui sont posés. Maintenant, il reste à les raffermir pour pouvoir essayer de sortir de cette situation de pauvreté que nous vivons dans le pays. Voilà, sortir de cette situation de pauvreté que nous vivons au Togo et l'Imensa aujourd'hui. On voit le gouvernement qui prend des initiatives, on voit également des bilans qui se dressent, parce que quand on prend en compte le bilan du ministère du Développement à la base, on comprend que c'est un bilan positif. Mais aujourd'hui, face à la situation actuelle où nous vivons avec la vie chère, avec la grogne sociale telle qu'on en a parlé tout à l'heure, on n'a pas comme l'impression que ça bloque quelque part. Ça bloque. Ça bloque parce que les solutions ne sont pas appropriées pour les problèmes posés. Ça bloque parce que l'implication des communautés à la base n'est pas effective. Ça bloque parce qu'on trouve des solutions pour enjoliver les choses. Ce ne sont pas véritablement des solutions. Je voudrais également ici rappeler l'incongruité qu'il y a à ce que nous, Togolais, nous allions quand même, nous importons de la tomate
du Burkina Faso, par exemple. C'est triste parce que le Burkina Faso qui ne bénéficie pas de la Mais il faut quand même préciser que le Togo investit assez dans l'agriculture. Pas assez. Ça, je saurais. Pas assez. Et il y a des projets comme le Piassa et d'autres. Oui, c'est beau. Paza. C'est beau ces projets. Mais je peux te dire que le Togo doit normalement se donner les moyens d'être véritablement un pays agricole, hautement agricole. Parce que nous avons dans les milieux, la majorité des Togolais sont dans les milieux ruraux. Or, dans ces milieux-là, c'est l'agriculture, c'est l'agriculture. Et un peu chez nous, un peu dans le sud, il y a également la pêche. Il faut que nous puissions nous autosuffire sur le plan alimentaire. Il faut que le Togo puisse produire pour pouvoir nourrir sa population. Que nous évitions désormais d'importer de grâce la tomate du Burkina Faso. Et moi, depuis tout gosse, comme on les appelait, Ouaga Timati, c'était quand même des tomates. C'est vrai qu'ils ont quand même des techniques qui faisaient de conservation, de production, qui faisaient qu'ils avaient quand même une grande production, de la quantité dans la production. Cela également fait que, je voudrais également souligner un aspect, c'est que les acteurs, les populations ne se retrouvent pas dans ces projets. Parce que c'est des projets qui sont pilotés par un bord politique dans lequel peut-être d'autres bords ne se retrouvent pas. Et donc cela pose même le problème du contrat social. Les pays évolués ont ce qu'on appelle le contrat social. Quand on parle de la Révolution française, tous les Français s'y retrouvent, qu'on soit de gauche, qu'on soit socialiste donc il faut aujourd'hui dissocier. Il faut avoir le contrat national. social. Il faut quand même des événements comme le 27 avril, qui a été un événement dans lequel tous les Togolais du sud au nord se retrouvent. Il faut quand même donner un argument autour d'un fait social ou d'un événement qui va être le contrat social. Et à partir de cet instant, nous aurons une nation togolaise qui va se retrouver dans ses décideurs et dans les projets de ces décideurs-là. Très bien, ce sera le dernier mot pour Olivier dans ce numéro de Grand Jury. Non, il faut dire que c'est bien d'avoir consacré ce numéro aux questions sociales. Et il faut dire aussi qu'en réalité, sur le plan de l'économie ou des questions sociales, je ne crois pas qu'il y ait place à des questions politiques ni à des bords politiques. Et le principe voudrait que, quel que soit celui qui, ou bien le bord politique qui est au pouvoir, qu'il puisse déclencher ou enclencher donc, le train du développement économique du pays et que tout le monde suive. Ainsi de suite, celui qui viendra après aussi. Donc aujourd'hui, la prière de tous les Togolais, c'est que les choses s'améliorent. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ou bien ceux qui viendront demain, que les choses s'améliorent pour eux. Après les idéologies, on en parlera. Mais au niveau économique, au niveau social, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de place à des querelles politiques et de chapelles. Un mot pour dire que le Togo nous appartient tous, nous passerons, mais le Togo restera. Et donc il faudra poser les bases réelles pour que la postérité soit assurée. Voilà, ce sera donc sur ces mots que nous refermons ce numéro de l'émission Grand Jury. Merci à vous téléspectateurs, sans oublier les auditeurs et auditrices des médias partenaires, sans oublier également les internautes. Le rendez-vous, c'est pour demain, même émission, même chaîne. Au revoir.